tous et bienvenue dans Les métiers de demain. Les métiers de demain s'adressent à vous les jeunes et peut-être aussi les un peu moins jeunes qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Alors comment s'orienter, se réorienter, quelles études choisir, pour faire quoi? Les nouvelles technologies bouleversent notre quotidien, des métiers sont en train de radicalement changer, ce qui rend les choix encore plus difficiles. Alors dans ce contexte, comment anticiper, comment se projeter dans le futur? Eh bien c'est justement tout l'enjeu de cette émission, Les métiers de demain, vous aider à y voir plus clair, vous guider dans vos choix, vous faire découvrir justement ces métiers qui sont en pleine transformation, ces métiers de demain. Et pour ce troisième numéro des métiers de demain, on a décidé de s'intéresser aux métiers de la data. Alors pourquoi les métiers de la data? Eh bien tout simplement parce que c'est un secteur d'avenir pour les jeunes. Un chiffre juste, la France aura besoin de 80 000 experts d'ici 5 ans. Et puis, les métiers sont aussi très variés. On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Laurie Goblet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du département Data et Innovation Numérique à l'Institut Paris Région. Tout à fait. Bienvenue. À vos côtés, Étienne Mauffret, bienvenue également, professeur et responsable du Master Data Engineering et Cloud Computing chez Ivancity. Étienne Mauffret, pardon. Oui. Voilà. 2 étudiants seront avec nous sur le plateau et j'ai le plaisir d'accueillir la première étudiante, Héloïse Igor Zrari. Bienvenue, Héloïse. Merci. Et puis, quels sont les profils recherchés par les entreprises? Qu'attendent les entreprises des formations? On en parlera avec vous, Romain Respriget. Vous êtes practice leader data du cabinet Avisia. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, nous terminerons avec notre rubrique Point de vue. Jacques Cheminard, rédacteur en chef au Monde informatique. Il nous dira quels seront les métiers les plus en vogue en 2025. Allez, c'est parti pour cette première émission. Tout de suite, l'expert de demain. Laurie Goblet, on le disait, vous êtes directrice du département Data et Innovation Numérique à l'Institut Paris Région. Alors, cette question toute simple pour les jeunes lycéens, les jeunes étudiants qui nous regardent, c'est quoi la data? Alors, c'est quoi la data? Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs définitions possibles, de la même manière qu'il n'y a pas une data, mais il y a plusieurs data. Si je devais faire simple, je dirais que la data, c'est finalement un ensemble d'informations qui vont permettre d'alimenter la connaissance et alimenter aussi finalement la prise de décision. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, on se rend bien compte qu'effectivement, tout aujourd'hui potentiellement peut être data. Mais pourquoi est-ce que la data se développe aussi vite? Un autre chiffre, on devrait en produire 7 fois plus dans les 5 prochaines années de la data, des données? On en produit tous les jours, d'abord avec l'appareil qu'on a quotidiennement entre nos mains qui est notre smartphone. C'est une source de données considérable. Et puis, ne serait-ce que nous-mêmes en tant qu'individus, on peut considérer qu'on est source de data, notre nationalité, le lieu où on vit, le genre, l'âge, tout ça, c'est autant de données qui peuvent être utilisées pour un certain nombre de services qui peuvent être produits par ailleurs, par des entreprises, par des services publics, etc. Quels sont justement les besoins des entreprises et puis aussi des institutions publiques, puisque vous représentez Paris Région? Alors, il y a eu récemment, cette année, un nouveau baromètre qui est sorti par l'Observatoire Data Publica, qui tous les ans publie un peu un état des lieux de la donnée à usage des territoires. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une très forte prise en compte des collectivités territoriales, de l'importance de la data, et notamment que ça peut être une réponse à un certain nombre d'enjeux, dont les enjeux environnementaux, et de plus en plus de collectivités se tournent justement vers la data. Alors, parfois, elles ont pour l'instant quelques freins qui peuvent être des freins économiques ou même en termes de compétences. Mais en tout cas, on se rend compte à travers ce baromètre que depuis plusieurs années, c'est effectivement un sujet qui est de plus en plus prégnant au niveau des collectivités publiques et notamment celles avec lesquelles on peut être amené à travailler à l'Institut Paris Région. Vous voulez rebondir sur ce sujet, Romain Respriget, sur les besoins des entreprises, vous qui êtes un cabinet de conseil en data, justement? Oui, les besoins des entreprises évoluent pas mal ces dernières années. Il y a quelques dynamiques qui sont les mêmes et qui vont rester les mêmes là, sur les années à venir. Vous l'avez dit, je pense qu'il y a de plus en plus de données, de sources assez diverses, et il y en aura de plus en plus
dans les années qui vont venir. Et donc il y a un besoin réellement des entreprises de savoir comment les collecter, les structurer et bien les analyser. Et il y a aussi des problématiques effectivement en lien avec les aspects environnementaux, en lien avec la transition durable plus largement et les enjeux sociétaux aussi. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très, très important, de plus en plus important chez les entreprises. Et des secteurs peut-être qui sont plus demandeurs que d'autres ? Oui, c'est sûr que ces questions environnementales ou les questions effectivement sur l'adaptation au changement climatique, à l'Institut, on travaille essentiellement autour de l'aménagement du territoire. Donc, c'est effectivement des sujets qui sont de plus en plus demandeurs de données et d'innovation et d'analyse et de traitement très, très fin justement sur ces sujets-là. Alors, les jeunes qui nous regardent ont envie de savoir comment on utilise concrètement la data, puisqu'aujourd'hui on parle de stratégie data, alors que voilà, concrètement comment on utilise la data, c'est vrai qu'on l'utilise peut-être sans le savoir oui. Dans notre quotidien, mais il y a peut-être, je sais pas, des projets dont vous pouvez nous parler. Alors, pour essayer d'être concrète, effectivement j'en ai 3 à l'esprit. On parlait d'environnement et d'adaptation au changement climatique. Très concrètement, nous on utilise la data pour parler de tout ce qui peut être risque. Les risques inondations, par exemple, en Île-de-France, c'est quelque chose qui est assez prégnant, ou tout ce qui va être évaluer les effets de la canicule. Pour traiter ces sujets-là, on a besoin de données. On a besoin de données antérieures de ce qui s'est passé avant, ce qui se passe pendant la crise, et pouvoir ensuite se projeter dans la prise de décision sur la façon dont on va adapter nos territoires à ces aléas qui sont de plus en plus présents sur les territoires. Deuxième exemple, ça va être par exemple la gestion des grands événements sportifs. On en a vécu un il n'y a pas longtemps. Typiquement, quand il y a ce genre d'événement, on a besoin de données pour gérer, adapter les transports, les logements, les services de proximité que l'on va proposer dans le cadre de ces événements spécifiques. Et à l'Institut Paris-Région, par exemple, on a accompagné les équipes justement dans l'organisation de ces JO pour définir les emplacements du village olympique, les aménagements des transports, etc. Et le troisième exemple très concret, c'est lié à celui qu'on a vécu il y a quelques mois, années maintenant, c'était l'épisode du Covid, sur lequel on s'est bien rendu compte qu'à la fois pour les collectivités territoriales, pour gérer la crise, on avait besoin de données pour définir ne serait-ce que l'endroit où on pouvait marcher ou sortir, mais aussi l'ensemble des services qui pouvaient être disponibles dans la commune, dans le territoire dans lequel on était, mais aussi en termes de gestion de crise, pour pouvoir analyser là où étaient les pics d'épidémie, là où effectivement on sentait qu'il y avait un milieu. Tout ça, c'est de la donnée avec des utilisations très concrètes à travers 3 exemples. Et si je vous entends bien, en fait, la data aide fortement à la prise de décision. Complètement. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une matière première dans la prise de décision. Elle permet d'objectiver un certain nombre de décisions. Alors, avant de vous faire réagir sur ce point, j'aimerais entendre Étienne Moffrette. Quelle idée se font de la data, les jeunes qui viennent à Avancity ? Alors, sur les idées Est-ce qu'ils ont des idées aussi précises comme ça, comme la data, où il y a des vraies stratégies data, ça peut aider à la prise de décision, ou est-ce que quand même ils ont des idées un petit peu floues sur la data ? Je dirais que quand ils arrivent, ils ont des idées plus ou moins floues, plus ou moins préconstruites, et nous, justement, on va les accompagner tout au long du parcours. On a des cours qu'on appelle Data Driven Decision Making, qui est des prises de décision basées sur les données. On va leur apprendre les différentes méthodes d'analyse, les différents biais qui peuvent intervenir dans les données, c'est quelque chose de très important aussi. Donc c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'école, d'essayer un petit peu de démêler les idées reçues et ce qu'on peut faire effectivement avec les données. Et Loïse, quand vous êtes rentrée à Avancity, quelle idée vous faisiez de la data, des données ? J'avais pas beaucoup une idée concrète de ce que c'était. Bon, j'avais cours avec Étienne. Et là, j'ai compris qu'en fait, toutes ces données, il faut les mettre, il faut les stocker dans un espace physique. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment évident avant pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est logistique, tout ce qui est comment on refroidit ces serveurs et comment on le fait pour que ça soit bien pour l'environnement. C'est vraiment les questions qui ressortent et voilà, pour que ça soit durable. Désolée. Et oui, vous avez en fait découvert de nombreuses utilisations de la data finalement, de potentialités. Oui, bien sûr. Vous vouliez réagir, Romain ? Oui, je pense qu'en complément, effectivement, pour moi, c'est essentiel. Ça doit optimiser la prise de décision, cette donnée. Je pense aussi qu'il peut y avoir des solutions basées sur la data pour optimiser la performance opérationnelle, par exemple,
Voilà, je pense que c'est aussi un des axes. Concrètement, ça peut être, nous on intervient dans le marketing pour créer des modèles de machine learning qui se basent sur la donnée pour prédire des comportements clients, ou alors mettre en place des chatbots avec de l'intelligence artificielle pour répondre à des questions clients, décharger un service après-vente par exemple. Voilà, je pense que c'est aussi un aspect de la data qu'il ne faut pas négliger et qui est aussi assez important. Oui, en fait, à l'Institut Paris Région, on s'aperçoit que finalement la data peut avoir des effets directs sur la vie des Franciliens, des Parisiens. Oui, complètement. Nous, c'est ce qui alimente l'ensemble de nos travaux et de nos études que l'on peut produire pour accompagner justement les décideurs publics. Et vous soulignez quelque chose qui est important, c'est qu'effectivement, il y a l'usage direct que nous, on en fait dans effectivement l'accompagnement des décideurs pour des choses très concrètes en termes d'aménagement du territoire, mais il y a aussi tous les usages de la data, j'ai envie de dire qu'on ne voit pas, qui viennent alimenter toutes ces technologies innovantes, et notamment l'intelligence artificielle, et qui sont très très importantes, puisque effectivement, s'il n'y a pas de data, c'est compliqué de faire de l'IA. Et c'est surtout qu'on sait que pour ça, il faut de la data de qualité, d'où des experts qui sont formés à ça. Alors, ça pose la question des compétences, et que va changer la data? Comment elle peut faire évoluer les métiers? Parce que c'est quand même la question cruciale qui est posée. Ce qui fait évoluer les métiers, c'est que d'abord c'est très fortement lié à l'évolution du numérique. Moi, quand j'ai commencé à travailler dedans, les techniques, les technologies utilisées n'étaient pas du tout les mêmes. Et ce qui va très vite, c'est qu'effectivement, on sent bien qu'il y a une accélération au niveau du numérique. Ne serait-ce qu'au niveau de l'IA, on voit bien que depuis quelques années, ça a complètement explosé et que ça arrive dans tous les secteurs de l'activité. Donc oui, ça transforme les métiers, puisque ça demande d'aller ou de rajouter un petit peu une corde à son arc sur des profils qui, effectivement, peut-être qu'avant, n'étaient pas forcément orientés data. Et puis, il y a des métiers qui n'existent peut-être pas encore. Complètement. Oui, ça, c'est sûr. Et vous avez déjà un peu une vision sur ces métiers qui pourraient émerger ? Non, je ne sais pas si j'ai une vision des métiers. Mais peut-être Romain ou Étienne, oui, peut-être. On commence par Romain. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est directement corrélé, l'évolution de ces métiers, aux données, aux données qu'on collecte elles sont de plus en plus conséquentes de différentes sources. Il y a ça, l'évolution technologique aussi, évidemment. Et pour moi, il y a quelque chose qui est assez essentiel, et dans nos métiers, le marketing, la finance, etc., c'est l'acculturation des métiers aussi à l'usage de la data. Et pour le coup, qui a, je pense, un impact assez fort sur l'évolution de ces métiers-là, parce que plus de besoins impliquent aussi des périmètres plus larges, et donc du coup des métiers qui vont se spécifier. Et voilà, il y a des métiers peut-être qui n'existent pas encore, on en parlait. Vous, par exemple, votre métier, quand vous êtes rentré dans la data, votre métier n'existe plus. Exactement. Alors, il n'existe plus, il existe presque plus. Voilà, presque plus, voilà. Moi, je suis rentré il y a 12-13 ans du coup, dans la data. Je faisais du data mining. Donc, data mining, effectivement, c'est quelque chose dont on entend un peu moins parler c'est quoi le data mining pour ceux qui nous regardent? C'est l'ancêtre de la data analyse et de la data science, globalement. Et donc, effectivement, c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que plus de données, une évolution technologique aussi assez importante sur les dernières années, plus du coup les métiers qui demandent de plus en plus de choses et des choses de plus en plus spécifiques. Le périmètre du data miner de l'époque était de plus en plus large, et donc il y a eu des métiers qui se sont spécifiés sur l'analyse ou la data science, justement. Laurie ? Oui, et justement, dans l'évolution de ces métiers, les profils changent parce que les sources des données changent aussi. Tout ce qui est données issues des objets connectés, etc., il y a 10 ans, c'était assez compliqué d'accès, et puis on ne savait pas trop les traiter. Aujourd'hui, on en a énormément, mais il faut être effectivement en capacité de les traiter. Il y a ces données-là, pour nous, en tout cas dans nos métiers, je parle de l'Institut Paris Région, il y a aussi toutes les données issues du spatial. Et là aussi, c'est encore d'autres corps de métier, c'est d'autres façons de traiter et d'analyser les données. Donc effectivement, ça a un très bel avenir. Enfin, la data a plutôt un bel avenir. Ouais, chez Avanti, vous êtes un petit peu obligé d'anticiper comme ça les métiers de demain. Oui, oui, et notamment toute cette histoire de spécialisation fait qu'aujourd'hui, on a 3 grands types de carrières qui sont le data engineer, le data scientist et le data analyst, qui avant, quand on avait des masses de données plus raisonnables et des techniques qu'on n'a pas aujourd'hui, une même personne pouvait s'occuper de ces postes-là. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être spécialisé. Pour qu'un data scientist ou un data analyst puisse travailler, il a besoin de données de qualité, ce qui va être le rôle du data engineer notamment.
Et effectivement, à l'école, on va être obligé, et on a envie de former les étudiants, d'un petit peu anticiper tous ces besoins qu'on peut avoir et des nombreux postes qui évoluent. Alors justement, comment former ces étudiants? Eh bien, on va y répondre tout de suite dans notre séquence L'école de demain. On continue d'en parler avec vous justement, Étienne Mauffret. Je le rappelle, professeur responsable du Master Data Engineering and Cloud Computing chez Haven City. Mais tout de suite, une plongée dans l'école à Cachan en images. Nous sommes face à une révolution très importante qui est celle de l'intelligence artificielle et de la data. Haven City est né de ce besoin d'accompagner cette révolution et préparer ceux qui vont concevoir cette IA de demain et ceux qui vont s'appuyer sur la puissance des données. Et très rapidement, on a vu effectivement qu'il y avait un besoin essentiel d'abord sur la data. Beaucoup d'entreprises n'ont pas mené d'abord cette réflexion autour de leurs données et on sait qu'aujourd'hui la qualité de la data détermine la qualité de l'intelligence artificielle. Si on utilise des données qui ne sont pas bien nettoyées, réfléchies, elles peuvent évidemment conduire à des résultats qui sont biaisés ou qui sont complètement erronés. Donc il y a tout un travail qui doit être mené sur la data et c'est pour ça qu'on a décidé très rapidement de créer des programmes aussi qui adressent ce type de métier. Alors quand je me suis inscrite à l'école, j'avais remarqué que plusieurs programmes proposaient une alternance. J'ai cherché une entreprise, mais malheureusement je n'ai pas trouvé. Donc l'école m'avait proposé plusieurs sessions de coaching pour préparer le CV, entretien, ce genre de choses. Elle m'a surtout aidée parce qu'elle a des partenariats avec les entreprises et c'était L'Oréal directement qui l'avait contactée en cherchant, en alternant. Du coup mon profil avait été proposé et finalement ça a matché entre les recruteurs et moi. Je suis entrée à la Haven City avec un gros syndrome de l'imposteur. J'étais community manager, je voulais juste monter en compétences. Et plus je découvre des choses, plus j'approfondis et plus je me dis que je peux faire pas mal de choses. So the data engineering, it deals a lot with software and development of databases using software. Whereas data scientist, it looks into the patterns inside data, like large data sets that are used in healthcare, finance. Actually, data analysts, they are very close to data scientists, but the data scientists go a bit further towards analyzing the trends within the data using sophisticated models. La particularité du MSc AI for Business à Haven City, c'est que c'est très pratique de pouvoir avoir une carrière et en même temps de pouvoir étudier et de monter en compétences puisque on travaille 4 jours dans le mois, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, une semaine sur 2. Ça permet d'avoir une carrière vraiment à 100% et donc en parallèle de pouvoir se former sur plein d'autres sujets. At Haven City, we trained the students through a very innovative program. It's called AI Clinic. So the students, they work in partnership with companies directly, discussing the real projects, the real goals. This gives them industry exposure and real challenges in projects that they will face when they become employees later. So for example, this semester, one group worked on analyzing football video data to analyze the players' actions from sports videos. Many students, they get hired after these projects successful completion. Notre mission à nous, c'est de faire grandir les jeunes, c'est de les doter d'un certain nombre de valeurs et pas seulement de compétences. Et on sait que sur les compétences techniques, on peut toujours progresser, on a suffisamment de temps et d'expérience pour progresser, mais sur ce respect d'un certain nombre de valeurs fondamentales qui feront que l'utilisation de la donnée et de la conception de l'IA demain soit en phase avec un certain nombre de valeurs humaines, et on sait qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à l'évolution de ces technologies. C'est ça qui est important pour nous. Étienne Mauffret, vous dirigez le Master Data Engineering and Cloud Computing, mais ce n'est pas la seule formation chez Haven City. Alors un petit mot des différents cursus justement en data. Alors, à Haven City, on a 3 masters et un programme grande école qui correspondent aux 3 grands métiers de la data, aux 3 grandes branches. Donc le Master Data Engineering and Cloud Computing va se concentrer sur la data engineering, qui va être comment préparer les données, comment faire de l'acquisition, du stockage, de la sécurité, comment s'assurer que les données soient exploitables, comment on peut les stocker de manière pratique et efficace. On va passer du temps aussi à parler de ce qu'on appelle la frugalité. Donc ne pas stocker trop de données, essayer de se concentrer sur ce dont on a besoin pour justement essayer un peu avoir conscience écologique. Cette préoccupation environnementale, écologique. Énormément, on essaie de faire. On étudie aussi toutes les histoires de tous les problèmes et les contraintes de droit. Ce qu'on a le droit de faire avec les données, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on est obligé de respecter. Dans la deuxième branche, on a le Master Data Management qui va se spécialiser, lui, sur les métiers de data analyst, qui va aller très loin mathématiquement sur les questions d'analyse, les questions de prédiction, pour former donc des data analysts. Voilà, ça nous donne un petit peu une idée des différents métiers de la data. Oui, et puis un troisième, oui. Le Master de Artificial Intelligence for Business, qui lui va se concentrer sur l'apprentissage des méthodes
de machine learning, de deep learning et d'autres méthodes d'intelligence artificielle. Eh bien justement, on va donner la parole à Héloïse Igor-Zrari, puisque vous faites ce Master Artificial Intelligence for Business. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi des études sur la data et l'intelligence artificielle après un parcours quand même un peu atypique, puisque vous aviez fait une licence, des études en éco-gestion. Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui est super intéressant de ce domaine, c'est que n'importe quel type de métier a un rôle important dans tout ce qui est la data et l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'étais vraiment intéressée, surtout quand il est né ChatGPT. Je pense que la plupart des gens, ils sont très intéressés. Et j'ai eu beaucoup de curiosité par rapport à comment il marchait, comment ça fonctionne, pourquoi il réussit à faire ça et comment je peux le pousser à faire des choses qui m'intéressent le plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, je pourrais très bien apprendre à les programmer, à programmer une intelligence artificielle, pourquoi pas. Et pourquoi ce master-là en particulier qui mêle data et intelligence artificielle? Alors on imagine bien que les deux sont intimement liés, mais pourquoi ce master en particulier? Parce que j'ai déjà un cursus business, donc j'ai déjà fait l'économie et gestion. Et la partie plus technique, je ne l'ai pas du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, ce serait intéressant d'apprendre par rapport à les langages des programmations et savoir un peu plus par rapport à ça. Donc, c'était plutôt ça mon idée. Alors, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'école? Est-ce qui vous avez donné envie de postuler? En clair, pourquoi Ivan City et pas une autre école? Je suppose qu'il y a quand même de plus en plus d'écoles, ça on en parlera avec Étienne qui se développe pour la matière. Oui, après dans ce cursus, c'est hybride de business intelligence artificielle, c'est la seule apparemment et c'est la seule que j'ai trouvée. Et aussi dans les classements, ils étaient assez bien placés. Donc je me suis dit, en fait c'est assez une bonne raison. Et en même temps, l'accompagnement que j'ai eu pour tant que trouver une alternance et aussi pour préparer mes entretiens avec les entreprises, ça a été assez... et c'était vraiment très accueillant et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette école. Alors peut-être nous parler des cours que vous avez, de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît le moins dans la formation. J'ai eu plutôt de cursus de programmation, donc en Python. Et aussi Big Data and Cloud Computing avec Étienne, donc c'était super. Et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure. C'est là où je me suis vraiment intéressée à ce qui se passe par rapport à cette grande quantité, ce grand volume de données, et où les mettre, comment refroidir ces serveurs, etc. Que c'est vraiment intéressant de savoir comment ça va marcher et comment optimiser de plus. L'alternance, oui. C'était vraiment un critère de choix dans l'école? Oui, bien sûr. Je pense que pour la plupart, ce qui est super intéressant dans l'alternance, c'est qu'on est vraiment enveloppé dans le monde de l'IA, de la data. Donc, finalement, c'est un espace essentiel pour l'apprentissage parce que les choses que je vois à l'entreprise, je les vois à côté à l'école et vice-versa. Donc, ça, c'est super intéressant et je suis vraiment dans le meilleur des cas. Donc, je apprends énormément dans ces 3 mois. J'ai appris énormément. Je suis très contente. Laurie, vous prenez beaucoup de jeunes en alternance? Oui, régulièrement. On prend des stagiaires ou des apprentis, que ce soit dans l'analyse de la donnée ou dans la restitution. Nous, on fait beaucoup de cartographie à partir de nos données. Et puis, ces dernières années, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'apprentis en intelligence artificielle pour travailler justement à partir d'images satellites. Oui. Même chose, Romain? Oui, exactement. Nous, alternance et stagiaire aussi. Alternance et stagiaire, et pas uniquement des stagiaires ou alternants de dernière année. On essaye d'intégrer aussi des étudiants tout au long de leur cursus. Et qu'on fait intervenir soit sur des projets internes, des projets de notre lab, des projets de data science ou d'analyse, soit directement chez des clients sur des problématiques concrètes pour qu'ils puissent aussi être immergés dans le quotidien d'un consultant. Héloïse, vous avez une idée du métier que vous voudriez faire après vos études? Là, vous êtes en dernière année de master, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est bientôt la vie professionnelle. Encore quelques mois. Non, d'ici 1 an quand même. Mais oui, j'aimerais bien continuer à travailler avec l'entreprise, s'ils me prennent, bien sûr. Et après, au long terme, j'aimerais bien créer quelque chose par moi-même. Donc, j'ai quelques idées que j'aimerais bien développer. Voilà, ça, c'est la dimension business. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, Héloïse, vous posez
toutes les questions que vous voulez à nos invités. Bon, Étienne, c'est un peu différent parce que vous le voyez tous les jours ou presque. Mais bon, alors justement, Étienne, c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport aux autres écoles? On a Héloïse, là, qui nous dit c'est la meilleure école de data. Mais bon, je suppose qu'il y en a beaucoup sur ce créneau. Alors, quel est votre facteur différenciant? Effectivement, il y a de plus en plus d'écoles qui se développent sur ce créneau, mais parmi les écoles, une des grandes choses qui nous démarque, c'est un peu cette conscience qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la gestion de données, c'est plus juste des compétences techniques, ça a un impact business et il y a un impact éthique et sociétal à vraiment prendre en compte. Et donc nous, on a fait ce choix d'axer nos cours sur ce triptyque, d'avoir à chaque fois ces 3 valeurs qui vont se rejoindre. Donc cette approche vraiment globale, pas que numérique, et ouverte vers le business et le droit éthique, dans vos cours, ça se présente comment concrètement? Alors, on a certains cours qui vont être très techniques, certains cours qui vont être des cours de droit, des cours business, et dans les cours qui s'y prêtent un peu plus techniques, on va quand même prendre le temps de parler des conséquences environnementales, des conséquences éthiques et des impacts sur les business models des métiers. Par exemple, dans le cours de Big Data, on prend le temps de se dire « Ok, on manipule énormément de données. Comment est-ce qu'on stocke ça? Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'on peut essayer de réduire un petit peu ces conséquences-là? Si on stocke des données personnelles, il va falloir faire attention. On est quand même censé respecter certaines lois. Donc on prend le temps d'en parler dans un peu tous les cours et on a des cours qui y sont dédiés complètement. C'est important quand même cette dimension éthique, parce que c'est vrai que la manipulation de data, la manipulation de données pose ces questions quand même essentielles. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Où est-ce qu'on va aller? Comment on les sécurise? Oui, et de toute façon, c'est maintenant des choses effectivement qui sont très réglementées, que ce soit l'usage des données personnelles. Il y a un règlement, le fameux RGPD, qui effectivement réglemente l'usage des données personnelles, mais il y a aussi ce côté éthique qui est encore autre chose, qui est aussi une espèce de... je ne sais pas trop comment le définir, mais en tout cas une volonté commune d'utiliser, d'analyser, de traiter les données dans un cadre de confiance, avec les partenaires avec lesquels on travaille. C'est pour ça que nous, on a adhéré à un ensemble comme ça de partenaires qui s'appelle Equitia, pour travailler justement autour de ce cadre de confiance dans la façon dont on va utiliser les données que l'on peut avoir pour nos travaux. Et toujours dans cette optique, vous voulez favoriser dans vos cours tout ce qui est discussion, argumentation, réflexion. Ce qui fait quel profil recherchez-vous? Alors, un peu à l'image qu'il y a une pluralité des données, nous on cherche vraiment une pluralité des profils. On veut qu'il y ait un maximum de types d'étudiants différents qui ont beaucoup de parcours différents pour pouvoir confronter leurs idées justement. On va avoir dans les enseignements, on va essayer de donner aux étudiants les clés techniques et derrière de les faire discuter des différents choix possibles. Parce que ça reste des métiers où il y a énormément de choix, énormément de décisions à prendre. Et on veut vraiment créer la discussion autour de ces... Ce qui fait que vous ne recrutez pas essentiellement des profils de matheux. D'ailleurs, vous avez un exemple assez prégnant à nous donner. On a différents exemples. Oui, on ne cherche pas que des profils de matheux. Dans le data engineering, on a des candidats qui viennent du milieu de la chimie, on a des candidats qui viennent du milieu de la santé, qui veulent se reconvertir. On a des étudiants qui font éco-gestion, qui veulent apprendre l'intelligence artificielle. Dans les programmes grande école, on a des étudiants qui ont fait philosophie, qui vont venir intégrer le programme. J'aimerais qu'on parle de cet étudion quand même qui est major de promo là, qui est déjà venu sur votre plateau. Oui, en plus, et qui en fait avait un parcours de philo. Oui, qui avait il avait fait des études de philo, oui. Et qui a rejoint donc Aven City dans le programme grande école et qui est devenu major de promo en s'investissant énormément dans les cours. Et qui a créé donc de vraies discussions intéressantes avec les autres groupes. Alors, on voit là avec le profil d'Héloïse que vous recrutez en master, mais vous recrutez aussi tout de suite après le bac. Pourquoi? Est-ce que c'est pas trop tôt? Alors, non, au contraire. On a donc sur le programme grande école qui recrute tout de suite après le bac, parce qu'on veut former des experts en gestion de données, en intelligence artificielle, et donc on veut les prendre, on veut commencer cette formation dès la sortie du bac, pour leur donner toutes les clés dont ils ont besoin. Et 5 ans pour se former sur les métiers de l'intelligence artificielle, en partant du bac, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est le bon moment, je pense. On va justement poser la question dans un instant à Romain Respriget, puisque c'est notre séquence L'entreprise de demain. Alors,
avant de rebondir justement sur ces différentes formations que peut offrir Avincity ou d'autres écoles, mais là on parle d'Avincity, un mot peut-être d'Avisia, cabinet de conseil en data. C'est quoi un cabinet de conseil en data? Alors justement, un cabinet de conseil en data accompagne les entreprises sur l'utilisation de leurs données, l'exploitation de leurs données, de manière à optimiser, justement on le disait, la prise de décision, et optimiser aussi, améliorer la performance opérationnelle, comme on le disait. C'est globalement les deux grands axes. Sur l'optimisation de la prise de décision, on a des data analysts qui vont par exemple travailler sur la création de tableaux de bord pour des décideurs métiers, d'études, d'analyses. Sur la partie optimisation opérationnelle, on peut voir la création, je le disais, de modèles de machine learning par exemple par des data scientists. Globalement, un cabinet de conseil en data va prendre les besoins métiers, comprendre les enjeux, et là, justement, pour les traduire en data et proposer, être force de proposition sur des approches méthodologiques, des organisations spécifiques à mettre en place pour justement tendre vers cet enjeu défini. Alors, les défis que les entreprises auront à relever en matière de data, en fait, ce sera d'arriver à faire ce lien justement entre la data et les besoins vraiment qu'elles doivent exprimer. Je pense que c'est essentiel depuis le départ, en fait. Tout vient d'un besoin métier qui exprime du coup avec ces mots ce qu'ils souhaitent avoir. Le profil, et justement c'est l'intérêt d'avoir des profils data qui ne sont pas uniquement techniques et éloignés justement des besoins, des enjeux métiers. C'est pour moi essentiel parce qu'un profil data complet doit être capable de comprendre bien les enjeux métiers et de les traduire du coup avec la donnée qu'il a à sa disposition. Donc il faut un peu tout type de profil. Alors quand on voit les formations que nous décrit Étienne, est-ce que ça colle, vous, au profil que vous recherchez dans votre cabinet? Et oui, bien sûr. Nous, on a des missions sur un peu tous les métiers de la data. On intervient réellement sur toute la chaîne de valeur de la donnée chez Avisia. Donc du recueil de la donnée, de sa structuration, jusqu'à la mise en production de solutions de data, par exemple, en passant par de l'analyse, du machine learning, etc. Et donc, pour travailler sur l'ensemble de ces métiers, de ces missions, il faut tous les types de profils. Et donc, on s'appuie notamment sur des formations partenaires, qui peuvent être des universités, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce également, ou des écoles comme Avincity qui sont un peu à la frontière entre tout ça. Oui, pour essayer d'anticiper un petit peu les besoins. Donc, vous pouvez imaginer de co-construire peut-être des formations avec des écoles? C'est le cas. Avec beaucoup de formations, déjà on a une relation assez privilégiée. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir justement un certain nombre de formations avec lesquelles on travaille beaucoup. On intervient notamment pour y donner des cours, par exemple, pour animer des ateliers. Et on intervient également souvent dans les conseils scientifiques pour donner des recommandations sur des évolutions au programme au regard de ce qu'on voit chez nos clients. Les dernières années, il y a eu l'avènement du cloud, par exemple. C'est quelque chose qui n'était pas forcément intégré au départ dans les programmes, dans tous les programmes des formations. Et c'est quelque chose qu'on a pu proposer dans certaines formations. Et parfois, on y anime même des ateliers sur une demi-journée, une journée, pour sensibiliser les étudiants. C'est une réaction. Vous aussi, vous travaillez avec des entreprises, etc., pour faire évoluer justement les formations? Tout à fait. Nous, nos cours sont assurés à la fois par des professeurs universitaires et des experts universitaires de leur domaine, et par des responsables experts en entreprise qui viennent s'exprimer. On prend toujours aussi le temps d'échanger avec les responsables d'alternance, avec les entreprises avec lesquelles on a des projets, des entreprises partenaires. Et on construit nos programmes avec cette double veille. On a une veille scientifique et une veille technologique pour rester à l'affût de ce qui s'approche en termes de recherche, quelles vont être les nouvelles technologies, et ce qui est utilisé sur le terrain. Et on adapte nos formations très régulièrement. Et on parlera tout à l'heure de la façon de pouvoir se former, voilà. On en parlera un petit peu plus tard. Mais Héloïse, c'est quelque chose que vous avez en tête, vous dire, ok, là, je vais être diplômée l'année prochaine en Master 2 chez Avincity. Est-ce que vous avez en tête l'idée de devoir vous former finalement presque tout au long de votre vie, puisque les métiers de la data évoluent très vite? Oui, bien sûr, je pense qu'il faut toujours être à jour, parce que c'est quelque chose qui va vraiment très, très, très vite. Donc, je pense que les études, là, c'est pour toute la vie. Même si là, c'est ma 6e année, je suis quand même un peu fatiguée. Mais ce qui vient d'Avincity, c'est qu'on a
cette méthodologie où on peut vraiment renouveler notre diplôme pour toute la vie en fait. Oui, parce que l'idée c'est de faire en sorte que les formations ne soient pas obsolètes. Ça, vous y veillez beaucoup aussi. Oui, c'est sûr que de toute façon, c'est ce que vous disiez, ça évolue tellement vite que de toute façon, le métier que l'on apprend aujourd'hui ne sera pas le même dans 5 ou 10 ans. Ça, c'est certain. Ils en ont conscience, les jeunes qui viennent vous voir ? Bien sûr, ils en ont conscience. C'est essentiel d'en avoir conscience, je dirais. Nous, on sensibilise pas mal aussi nos consultants à ça. On les forme en continu. On a beaucoup de contenu interne pour justement les faire monter en compétences. Des ateliers de formation, un parcours de formation et de certification. Et aussi des moyens de mettre en pratique directement sur des projets concrets. Voilà, la formation, l'auto-formation, c'est vrai que vous y poussez beaucoup. On va continuer à en parler, mais on va continuer d'échanger, bien sûr, sur ces métiers autour de la data, ces métiers qui sont amenés à évoluer, à s'enrichir aussi vite que les données elles-mêmes. On entendra une deuxième étudiante, et puis à ne pas manquer non plus en deuxième partie d'émission notre rubrique Point de vue sur les métiers 2025 avec Jacques Cheminard, rédacteur en chef du Monde informatique. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Et on se retrouve pour la deuxième partie des métiers de demain, une nouvelle émission pour vous faire découvrir les métiers qui, avec les nouvelles technologies, sont en pleine mutation, des métiers qui peut-être n'existent pas encore, des métiers en devenir, les métiers de demain. Cette émission qui s'adresse à vous, lycéens, étudiants, qui vous interrogez sur votre avenir et à tous ceux aussi qui ont envie de changer de voie. Et pour cette deuxième partie d'émission, on a le plaisir d'accueillir Elzedine Zonon. Bonjour Elzedine, vous êtes étudiante en master Data Engineering et Cloud Computing chez Ivancity. Jacques Cheminard, rédacteur en chef du Monde informatique, nous rejoindra en fin d'émission. Étienne Maufray, Romain Resprit-Jay et Laurie Gobled sont toujours avec nous. Et tout de suite, on poursuit avec notre séquence d'école de demain. Alors Elzedine, bienvenue. Elzedine Zonon, parlez-nous de votre master. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce master ? J'ai choisi ce master pour plusieurs raisons. La première, c'est que le master, il est dispensé en anglais, donc on parle de l'anglais, la langue des sciences, ce qui me permet donc de pouvoir faire une expérience à l'international plus tard, travailler dans différents pays, et aussi, surtout parce que le corps professoral est assez varié. On parle de personnes qui sont dans le monde professionnel, donc ce qui nous permet d'être en interaction directement avec des personnes qui sont dans le domaine, qui travaillent déjà dans différents secteurs, également de personnes doctorantes. Et voilà, il y a aussi cette option qui est que nous avons la possibilité d'avoir une mise à jour parce que, comme on le sait, le domaine est en constante évolution. Donc, il faut toujours être à jour. Alors, la mise à jour, justement, des connaissances, on va en parler, puisque vous devancez un petit peu les choses. Ça, c'est vraiment le point fort d'Ivancity. Racontez-nous un petit peu de cette mise à jour des connaissances. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont diplômés, les étudiants ? Alors, ça part du constat qu'effectivement, tous les métiers de la data évoluent très, très vite. C'est un domaine qui évolue constamment. Et on a bien conscience qu'aujourd'hui, former des étudiants pendant 2 ans, ça prend un certain temps et que les métiers vont évoluer. Donc, ce qu'on propose aux étudiants, c'est une fois qu'ils ont fini leurs études chez nous, qu'ils sont diplômés, ils peuvent revenir nous voir. Si jamais le marché du travail a évolué et que notre offre de formation a évolué également, ils entrent en contact avec nous et on va se mettre d'accord pour pouvoir les réintégrer gratuitement dans les cours sur lesquels ils ont envie de se mettre à jour. Et nous, derrière, on met à jour également leur diplôme, donc qui est stocké dans la blockchain et qui est validé. Sur la nouvelle. Et ça, vous êtes les seuls à faire ça sur le marché ? Oui, aujourd'hui, c'est un concept qu'on a déposé. Et donc, on est les seuls à proposer cette mise à jour. Laurie, donc, vous voulez réagir sur ce point ? C'est une bonne idée ? Oui, je trouve que c'est une très très bonne idée, puisqu'effectivement, les métiers évoluent continuellement et que moi, j'étais plutôt dans une génération où si on voulait effectivement se mettre à jour, c'était soit de l'auto-formation, ce qui n'est pas forcément évident parfois, ou alors effectivement faire de la formation continue. Et je trouve ça vraiment super que justement l'école ait pris conscience de ça et accompagne tout le long du parcours professionnel ces étudiants. Je trouve que c'est une super opportunité. C'est très bien. Un mot peut-être ? Je pense que tous les profils data, toutes les personnes qui travaillent sur les métiers de la data ont conscience que c'est important de se former. Mais l'effort pour pouvoir s'auto-former, je pense, il est assez compliqué. C'est vraiment du temps.
Donc au-delà de la veille qui doit être pour moi nécessaire, voilà, se former en continu, c'est du temps supplémentaire, mais c'est essentiel pour rester à jour. C'est rassurant pour vous, Elzoline? Oui. Le fait de vous dire, bon voilà, mon diplôme, il ne sera pas obsolète, parce que je pourrai le mettre à jour tout le temps. Oui, c'est rassurant parce que d'une part, comme vous l'avez évoqué, le métier, enfin le domaine, il évolue constamment. Et surtout, on parle de l'auto-formation aussi, ou le fait d'être autodidacte, mais sur le marché, il y a plein de choses, plein de formations. Le marché est assez... il y a assez de formations sur ces domaines-là ou sur ces secteurs-là. Et donc, parfois, on ne sait pas par où commencer pour se mettre à jour ou par où aller. Et donc... à repartir directement à l'école, tout simplement, avec cette mise à jour-là. C'est vraiment assez rassurant. Et voilà. Alors, parlons de votre parcours. On disait qu'il y a des parcours très diversifiés. Il y en a même qui ont fait philo avant de postuler à Haven City et d'être à Haven City. Vous avez un parcours plus classique, parce qu'avant, vous avez fait une formation d'ingénieur. Exact. Donc, pourquoi passer comme ça d'études d'ingénieur, d'ingénierie à la data? Alors, j'ai effectué un diplôme d'ingénieur généraliste avant, et au cours de mon diplôme d'ingénieur sur les 2 dernières années, j'ai eu à effectuer une alternance. Une alternance dans un cabinet de conseil en informatique en tant que BI developer. Et en fait, durant ces 2 années, j'ai eu à travailler dans le domaine de la data tout simplement. Et c'est vraiment cette alternance combinée avec ma formation à l'école qui m'a vraiment incitée, qui a développé ce désir en moi de vouloir connaître, comprendre davantage la donnée et qui m'a surtout poussée vers le métier de data ingénieur. Et j'ai choisi donc Haven City pour poursuivre cette voie-là, pour pouvoir me spécialiser parce que je savais que c'était ce métier-là qui me correspondait, que je voulais faire. Alors, pour que les lycéens, les étudiants qui nous regardent, ou même ceux qui se disent « tiens, et si je changeais de voie, comprennent bien », qu'est-ce que vous allez faire en tant que data ingénieur? Alors, un data engineer, c'est tout simplement celui qui, dans l'équipe data, s'occupe de l'infrastructure data, donc la conception, la maintenance donc, des données. Tout simplement, on parle aussi de stockage, de sécurité aussi. Donc voilà un peu globalement. C'est intéressant quand même de voir ces différents profils d'étudiants, donc des profils plutôt classiques, plutôt scientifiques, comme Elzoline, d'autres différents. Vous d'ailleurs, vous avez fait des études de géographie avant. Alors comment on se retrouve à avoir fait des études de géo et se retrouver à être experte de la data à l'Institut Paris-Région? En fait, finalement, c'est assez logique. Parce que finalement, le géographe, les premiers géographes, c'était finalement des explorateurs qui allaient chercher de la donnée pour parfaire leur connaissance du monde et du territoire. Et effectivement, ils exploraient, ils récoltaient de la donnée qui leur permettait souvent, pas toujours, mais dans une grande majorité des cas, de produire de la cartographie. Et donc moi, c'était ce domaine-là qui m'intéressait tout particulièrement. C'était la visualisation géographique, cartographique de la donnée. Et donc j'ai commencé plutôt par là. Et à partir du moment où on commence à aller vers la cartographie, donc c'est un domaine plus global qui s'appelle la géomatique. Donc c'est la contraction entre géographie et informatique. On en vient forcément à faire de la data, à gérer de la data, à faire de l'analyse spatiale. Et ensuite, j'ai fait aussi pas mal de formations continues en data visualisation parce que le métier, il évolue aussi. Et puisque moi, j'ai toujours eu cette appétence plutôt à la fin de la chaîne de la data, qui était plutôt la restitution et pouvoir vraiment la rendre visible. C'est toujours un domaine qui m'a beaucoup passionnée. Elzoline, qu'est-ce qui vous plaît moins dans les cours, la formation? Déjà dans la formation, premièrement, ce qui me plaît, c'est que ce métier me permet de travailler dans tous les domaines. Là, je peux travailler par exemple dans la géographie, je travaille dans la finance, donc actuellement je fais mon alternance dans la finance, je travaille dans la médecine et dans bien d'autres domaines. Et l'un des cours qui me plaît actuellement, c'est la programmation avec Scala, qui est donc un langage de programmation qui permet de manipuler des données. Et donc voilà un peu. Vous êtes aussi en alternance? Oui, ça, c'était un choix essentiel? Oui, c'était un choix essentiel parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu effectué 2 années d'alternance sur mon ancien diplôme. Et ces années ont permis vraiment m'ont permis de peaufiner mon projet professionnel, m'ont permis de peaufiner mon projet de carrière professionnelle. Et cette année-là, j'ai voulu la faire également en alternance aussi pour pouvoir appliquer directement ce que j'apprenais à l'école, pour les confronter avec la réalité du terrain, tout simplement. Vos projets après le diplôme? Alors, pareil, dans un an, comme Héloïse? Effectivement, dans un an, donc en novembre 2025, j'aurai terminé. Et donc, pour la suite,
Actuellement, je souhaite poursuivre toujours dans le domaine de la finance en tant que data ingénieur. Plus tard, évoluer au poste de tech lead, data ingénieur, donc expert toujours avec de l'expérience, des années d'expérience. Et pour la suite, donc d'ici peut-être 5 à 8 ans. Alors, j'aspire au poste de directrice de données. Donc, c'est la personne qui s'occupe de la stratégie de données dans une entreprise, tout simplement. Oui, donc là, quand même, vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire. Et on va voir en quoi des profils comme le vôtre peuvent intéresser les entreprises avec notre séquence d'entreprise de demain. Romain, une réaction sur le profil d'Elzeline? Hyper intéressant. Déjà, je trouve que la projection est déjà hyper intéressante aussi. Mais c'est important de l'avoir parce que ça permet de vous donner un objectif aussi. Donc, alors nous, clairement, on recherche des profils aussi comme vous. Et en fait, on a besoin, comme je le disais peut-être auparavant, de tout type de profil. Et étant donné qu'on intervient sur toute la chaîne de valeur de la donnée, les profils en amont, justement, qui vont être là sur la structuration et la sécurisation de la donnée, sont des profils qui sont essentiels pour nous aussi. Oui, ce qui nous amène à parler peut-être des métiers les plus recherchés dans la data et aussi des secteurs qui recrutent le plus aujourd'hui et demain, parce qu'il faut penser à demain. Oui, effectivement. Alors, dans les métiers qui recrutent les plus recherchés, les plus recherchés, on entend beaucoup parler de data analyst, data scientist, évidemment. Je pense que c'est aussi les métiers qui sont qui parlent le plus, je pense aussi aux étudiants, peut-être. Data ingénierie, c'est peut-être un peu plus obscur. Et je pense que c'est en pratiquant, en apprenant aussi, on voit si ça peut être quelque chose qui peut nous intéresser ou pas. Il y a d'autres métiers un peu plus compliqués aussi. Il y a des métiers plutôt en aval, du travail du data scientist qui vont être responsables de mettre en production les travaux, les mettre dans les mains des utilisateurs. Je pense notamment au métier de MLOps, ML Engineer. Donc pour le coup, tous les métiers sont importants. Qui consiste en quoi? Parce que alors, ça y est, moi j'ai décroché là. Qui consiste quand un data scientist travaille sur un modèle de machine learning, il faut pouvoir justement le mettre dans la main des utilisateurs, dans des données, sur des données de prod, de production. Et donc, ce métier-là, c'est justement travailler sur cette partie de la mise en production. Ouais, ne riez pas. Et les secteurs qui recrutent le plus aujourd'hui, où les profils data sont les plus demandés? Les secteurs, alors beaucoup dans le marketing. Je pense que le marketing est aussi assez mature sur ces sujets-là, mais depuis quelques années déjà. En banque assurance aussi, on a pas mal de besoins. Mais globalement, je pense qu'un peu partout, je pense que tous les secteurs prennent conscience que la data est importante et qu'il faut accélérer aussi sur l'acculturation justement à la donnée et ce qu'on peut faire avec la donnée. Et donc, il y a des métiers qui sont moins matures que d'autres, des secteurs qui sont moins matures que d'autres, mais ça évolue très vite. Alors, on a vu que beaucoup d'étudiants sont en alternance. Vous recrutez des alternants, mais pas seulement. C'est un peu la réhabilitation des stagiaires. Alors pourquoi? Parce qu'on vantait l'alternance en disant que c'était super, que les étudiants étaient déjà opérationnels, etc. Puis que pour eux, c'était peut-être aussi les moyens de rester dans l'entreprise. Vous dites finalement, on arrive à peu près au même résultat avec des stagiaires. Exactement. On se ferme clairement aucune porte. Nous, on rencontre beaucoup d'étudiants. À partir du moment où on considère qu'ils ont un bon profil et qu'ils peuvent s'intégrer chez nous, on peut décider d'avancer avec eux. Donc en stage ou en alternance, ça dépend aussi beaucoup des formations. Des formations qui misent parfois plutôt sur le stage, d'autres sur l'alternance, d'autres qui sont entre les deux. Donc pour le coup, ça dépend vraiment des formations et des étudiants. Votre réaction sur ce point, Étienne? Nos formations proposent à la fois des approches en alternance ou des formations continues avec stage. D'accord, vous faites les deux aussi? On fait les deux. Oui, mais comment expliquer comme ça cette réhabilitation des stages? Parce que ce sont des stages qui sont plutôt longs ou parce qu'il y a besoin dans certaines matières d'avoir un apport théorique plus important que n'offre pas toujours l'alternance? Il y a certains domaines qui, effectivement, on va avoir besoin d'un apport théorique qu'on essaye quand même d'avoir à travers des cours, même avec une alternance. Ça va être des stages un peu plus longs, souvent en deuxième partie d'année, donc des stages de 4-6 mois, où dans quel cas le premier semestre va se concentrer sur les cours, et le deuxième semestre va proposer à l'étudiant de partir en stage plutôt que d'alterner entre cours et...
Ce qui nous amène à parler un petit peu de la pédagogie chez Ivancity, et notamment, voilà, où vraiment les étudiants travaillent sur des projets réels, notamment avec la fameuse clinique de l'IA et bientôt de la data. C'est ça. Alors, une de nos ambitions à Ivancity, c'est vraiment d'apprendre à apprendre aux étudiants. On ne veut pas qu'ils apprennent à utiliser une technologie, on ne veut pas qu'ils apprennent à utiliser une méthode, on veut qu'ils soient capables de s'adapter aux différents outils, de s'adapter aux différentes méthodes, donc qu'ils aient une méthodologie pour apprendre et pour être efficace. Et donc pour ça, on va avoir différents outils, et ils ont beaucoup de projets. Et effectivement, on met en place ce qu'on appelle la clinique de la data et la clinique de l'IA, selon le type de master dans lequel ils sont. C'est des projets qui ont été mis en place avec des entreprises partenaires qui ont des besoins en termes de data, en termes de machine learning, mais qui n'ont pas de quoi mettre en place ces projets-là. Et donc, du coup, nous, on décide de créer des groupes étudiants qui vont travailler sur ces projets pendant un semestre et qui vont fournir, qui vont apprendre sur des cas concrets. Ouais, c'est un peu du gagnant-gagnant. Ça pourrait intéresser certains de vos clients? Alors, de nos clients ou même nous directement. Oui. Ah ben voilà, on a trouvé un client. Parce que finalement, voilà, c'est un peu du gagnant-gagnant. Et effectivement, voilà. C'est du gagnant-gagnant. Alors, on met en place aussi, nous, en interne, on a un lab, justement, on a un certain nombre de projets comme ça, sur lesquels on travaille, nous, pour... soit pour nous faire une idée sur une nouvelle technologie, par exemple, ou pour expérimenter certaines choses, développer des solutions pour nous aussi. Mais effectivement, le fait d'avoir des étudiants, ça permet d'avoir un regard un peu différent, un regard neuf, ce qui peut être intéressant. Ouais. Laurie, sur ce point, et c'est vrai que nous, cette possibilité de travailler justement collectivement entre experts, je pense que c'est vraiment enrichissant et très très intéressant. Nous, c'est ce qu'on fait aussi un petit peu en interne avec l'ensemble des experts qui sont au sein de l'Institut, donc tous les experts data, quels qu'ils soient, où on essaye effectivement parfois de se challenger autour de projets communs, et je pense que c'est toujours quelque chose qui est très très riche. Et après, effectivement, ça nous arrive aussi de travailler avec des écoles ou avec des étudiants sur des projets sur un temps limité, pour des tâches bien spécifiques. Et c'est vrai que d'abord, nous, c'est un accélérateur de projets qui est très très intéressant, et puis les étudiants, eux, effectivement, ça leur donne un cas concret pour un travail ou un projet. Denis, vous participez à cette clinique de la data ou pas? Pas encore. Non, parce que vous êtes en alternance peut-être, oui, c'est ça, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'aimerais justement qu'on revienne sur ces formations, notamment, et ces formations pour former au futur métier de la data. On parlait que les écoles travaillaient avec les entreprises. Vous avez développé aussi votre propre formation en interne au sein du cabinet de conseil? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les formations des écoles ne vous conviennent pas, ou c'est en plus voilà, non, c'est en plus. C'est justement dans le cadre de la formation continue. Les écoles, du coup, forment les étudiants à partir du moment où ils sont chez nous. Tous les étudiants, justement, n'ont pas forcément accès aussi facilement à la formation, ou même ont besoin d'être orientés aussi sur quelles sont les ressources pour me former. Et donc, on a mis en place une académie en interne qui s'occupe de créer des ateliers de formation qui sont animés par nos experts. On a même un certain nombre d'ateliers qui sont digitalisés et qui encadrent aussi un parcours de formation et de certification, alors sur des méthodologies, ça peut être des formations plutôt techniques ou fonctionnelles, et ça peut être aussi des formations sur des outils. Et voilà, donc l'idée c'est justement de pouvoir éventuellement faire prendre conscience aux consultants qu'il y a des nouvelles technos émergentes, et de voir si ça peut les intéresser justement d'aller vers ce chemin-là, et de pouvoir aussi se dire je peux aller d'un métier à un autre. Aujourd'hui, je suis data analyst. Si je veux aller plus sur la technique et sur la data ingénierie, par exemple, j'ai les ressources pour me former en interne. Oui, parce que c'est ça, en fait, être adaptable. C'est toute cette question, est-ce qu'il faut vraiment se spécialiser dans un métier de la data, sachant qu'ils vont évoluer, ou est-ce qu'il faut une formation un peu plus large? Alors, on essaie quand même de se spécialiser, parce qu'aujourd'hui, les domaines sont quand même très exigeants, mais dans nos formations, on va toujours laisser des ouvertures. Même dans le métier de data engineering, où on va s'intéresser vraiment à la première, à l'acquisition, le stockage. On a des cours de visualisation, on a des cours d'analyse pour leur donner les clés, et derrière, dans l'entreprise, qu'ils soient capables d'évoluer. Alors peut-être une question qui va vous paraître un petit peu basique, mais est-ce qu'il y a des passerelles entre tous ces métiers de la data? Ils sont tous interconnectés, je pense. Oui. C'est globalement du travail d'équipe. Donc, comme toute passerelle, si vous travaillez un petit peu avec
avec les autres équipes, vous allez vous investir de plus en plus dans leur domaine, jusqu'au moment où vous allez pouvoir basculer dans une autre équipe. Les perspectives ouvertes par la data, vous diriez quelles sont-elles aujourd'hui ? Je pense que les perspectives, elles sont nombreuses. Enfin là, je pense que ce dont on parle depuis le début de l'émission, ça montre qu'effectivement, la data, d'abord, touche à énormément de domaines, que c'est un milieu qui est en constante évolution, qui a besoin d'énormément de passerelles entre les différents experts, parce que sinon, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Oui, moi je reste persuadée que la data a beaucoup d'avenir devant elle et qu'on est loin d'avoir encore imaginé tous les métiers qui vont arriver sur ce domaine. Romain, sur les perspectives ouvertes par la data, comment est-ce que vous les voyez, ces perspectives ? Alors, assez réjouissante pour le coup. Je suis assez content d'évoluer dans cet univers parce que les perspectives, je trouve, sont... Il y a de bonnes perspectives. Voilà, il y aura peut-être un problème de recrutement. C'est ça, parce qu'il va falloir trouver les talents pour... Effectivement, les besoins augmentent aussi, donc il va falloir trouver les talents de demain, mais les perspectives sont quand même assez intéressantes et les données qui se multiplient, les métiers aussi qui se rendent compte que la data est intéressante et peut avoir un intérêt, ça multiplie les usages et je trouve que c'est assez intéressant. Elzélie, vous ne faites pas de soucis pour votre avenir. Vous êtes sûr que vous aurez du boulot à la sortie? Je ne me fais aucun souci parce que surtout, comme vous l'avez évoqué, je pense, entre-temps, les données, elles sont vouées à augmenter de plus en plus et il faut quand même tout un corps pour pouvoir les manipuler. Un data scientist, un data engineer ou plusieurs en plus parce que dans certaines entreprises, on voit qu'il y a plein de différents profils, mais ce n'est pas juste un profil, mais différents, par exemple, différents data engineers, différents data scientists dans une et seule même équipe. Un secteur d'avenir et beaucoup de projets pour l'école Ivan City, puisque des ouvertures d'écoles à Nice notamment, la volonté d'avoir cet ancrage territorial, régional et international aussi. Oui, voilà, plutôt. Oui, mais les deux, parce qu'on ouvre des... Voilà, on est en train d'ouvrir un campus à Nice, en gardant notre campus de Paris. Et on ouvre aussi beaucoup de partenariats avec des écoles à l'étranger. On va essayer d'aller donner des formations. On va notamment en janvier aller donner une semaine de formation en Inde pour transmettre la vision de l'école. Et puis vous êtes déjà en Tunisie, au Maroc? Oui, effectivement. Voilà. Et puis un gros projet aussi, c'est la Chine. Là, on est en train d'y travailler. On va voir ce que ça donne. Toujours cette idée de mélanger les points de vue, les connaissances a priori de la data, et comment est-ce qu'on peut, à partir de plusieurs profils, en extraire des nouvelles compétences. Et ça offre de belles perspectives aux étudiants. Merci à tous les quatre. On a donc vu que les métiers de la data étaient très diversifiés, qu'ils touchent de nombreux secteurs, qu'ils sont amenés à évoluer très rapidement. Les opportunités actuelles et à venir sont nombreuses pour les jeunes. On en parle dans un instant avec Jacques Cheminat dans notre rubrique Point de vue. Jacques Cheminat, vous nous avez rejoint, vous êtes rédacteur en chef au Monde Informatique. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges, tous les échanges que nous avons eus sur le plateau? Effectivement, des échanges assez fournis, mais si je devais synthétiser, la data est plurielle et au final, il y a une pluralité de métiers à l'intérieur de la data, un petit peu pour schématiser. Mais finalement, aujourd'hui, la data, c'est un peu le trait d'union entre le métier et l'informatique. On en a beaucoup parlé, en tout cas, de relations avec les métiers. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment au niveau des formations. Juste avant de préparer cette émission, je regardais un petit peu les différents doubles cursus, notamment en informatique et puis métier à côté. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a quand même de plus en plus. Par exemple, on a la data et la finance, dont on a parlé tout à l'heure, avec HEC et Polytechnique qui font une formation commune sur cette partie-là. On peut citer de la partie data et humanité, digital, qui est fait par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où là on essaye de mettre en perspective aussi la data, le contextualiser avec d'autres éléments que l'informatique, peut-être la géopolitique, la géostratégie, on a parlé de la géographie tout à l'heure, et voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent valider ou en tout cas valoriser la data. On peut citer bien évidemment la data et le droit, on a parlé du RGPD tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très important, la sécurité de la donnée, la conformité de la donnée. Donc on voit que la relation entre les métiers et la data sont de plus en plus étroites. Alors au Monde Informatique, vous voyez passer de nombreuses études. Là, quels seront les métiers les plus recherchés en 2025, les métiers les plus en vogue? Il y a plusieurs études, il y en a notamment une du cabinet de conseil Kérus qui carrément l'adresse un palmarès.
Alors effectivement, on va passer beaucoup d'études. Je veux dire, les métiers les plus importants à l'intérieur de la data, je veux dire, ils sont autour de la table, on en a cité plein, data ingénieur, data analyst, data scientist. Ça, c'est majoritairement ceux qu'on voit en tête. On a vu la passerelle aussi entre la data et l'IA. On a beaucoup de métiers qui travaillent la data et qui sont orientés très intelligence artificielle. Donc on l'a vu avec la personne précédente qui était sur l'IA et la partie business. Ça, on voit apparaître des choses. Et puis, on voit cette sorte de spécialisation aussi à l'intérieur de la donnée. Vous l'avez dit, on a les personnes qui vont être capables de faire de la qualité de données, donc vraiment qui seront basées que sur cette data quality, comme on dit. On va avoir d'autres personnes qui seront basées sur la conformité de la donnée, parce que il faut avoir des données de plus en plus fraîches, hein, il faut avoir des données qui sont conformes avec les nouvelles réglementations. On a parlé du RGPD, mais il y en a plein qui arrivent. Il y a le Data Act au niveau européen, il y a l'IA Act aussi qui arrive. Donc, tout ce corpus juridique, on est bien obligé de le traiter avec la data. Et puis, la data, il faut qu'elle parle, en tout cas, il faut qu'elle raconte une histoire. Donc, on voit apparaître aussi des métiers comme le storytelling, donc un peu comme quand on fabrique une série américaine ou française, et il faut raconter une histoire. La data, c'est pareil, c'est un début, une fin, et ça doit raconter une histoire. Et à quels enjeux devront répondre ces futurs métiers de la data ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a, le premier, c'est ce qu'on appelle aussi les soft skills, c'est-à-dire d'avoir une espèce de curiosité, en tout cas un savoir-être. Et ça, c'est ce qu'on demande de plus en plus aux étudiants, ou en tout cas aux personnes qui vont rentrer dans le monde du travail. Pas uniquement d'être des techniciens, ça, les formations sont là pour justement créer des personnes bien faites, avec une tête bien pleine. Mais aujourd'hui, il faut avoir aussi cette curiosité, un esprit critique, la gestion aussi des projets. Voilà. Essayer d'avoir aussi un autre, qu'on appelle les soft skills, ou en tout cas d'essayer d'avoir d'autres éléments que la partie purement technique. Alors, il y a une question que les jeunes posent souvent avant de choisir un futur métier, c'est les salaires, les conditions de travail, je pense au télétravail, et l'investissement. Alors, sur les salaires, j'allais dire ça varie selon que vous soyez à Paris, que vous soyez en province, selon le degré d'ancienneté. Mais bon, par exemple, sur la totalité des 3 métiers de data dont on a cité pendant l'émission, si on est basé sur la région Île-de-France, les salaires commencent entre 0 et 2 ans d'expérience, entre 50 et 65 000 euros par an de salaire. Et puis après, ça peut évoluer assez vite, hein, parce que dès qu'on va sur des métiers autour de l'IA aujourd'hui, ça peut monter vers les 70 000, même quasiment en entrée de poste. Donc voilà. Sur la question du télétravail, majoritairement, on est dans des domaines au début purement techniques, qui peuvent se faire à la maison. Donc les sociétés en général sont plutôt souples sur le fait de travailler en télétravail, à condition aussi de travailler en mode projet avec des équipes. Donc ça pareil, les formations préparent bien à cette capacité. Et puis une chose qu'on a peut-être moins parlé pendant l'émission, c'est que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des personnes qui se mettent en freelance. Et c'est aussi un métier ou des métiers dans la data. On voit beaucoup de personnes qui sont en freelance. Et là, pour les questions de salaire, on appelle ça du TJM, du taux journalier moyen, et on est à peu près entre 300 et 450 euros par jour. D'accord. Dans des freelances, on en voit plutôt plus dans les cabinets de conseil, peut-être, ou pas ? Pas forcément. On peut travailler avec des freelances. Nous, non. Oui. Tous nos consultants sont salariés. Mais je rejoins effectivement sur le salaire, etc. C'est un élément important des consultants. Je pense que, des salariés dans la data. Je pense qu'il faut voir aussi à côté, les entreprises proposent aussi des carrières avec des évolutions de carrière possibles, des plans d'évolution de carrière possibles. Et je pense que c'est à prendre en compte. Il n'y a pas que le salaire, je pense. Et sur la partie télétravail, nous, de notre côté, effectivement, tout dépend des conditions imposées par nos clients. Qu'est-ce que vous leur dites à l'école sur ces points-là, justement ? Et si vous deviez avoir un retour sur les étudiants que vous avez déjà formés, sur les niveaux de salaire qu'ils ont obtenus, les postes qu'ils ont, ceux qui ont créé ou pas leur entreprise ? Sur les échelles de salaire, on est globalement ça. Oui. C'est ce à quoi on s'attend, c'est ce qu'on leur présente. On essaie de mettre l'emphase sur les perspectives qu'ils pourront avoir et de rester curieux parce que c'est ce qu'on met en avant dans les métiers vont évoluer. Ce pourquoi vous êtes formé aujourd'hui va vous donner une porte d'entrée et nous on souhaite vous accompagner tout au long de votre carrière, de continuer à vous former pour que vous restiez ouvert aux évolutions de carrière possibles.
Et aux nouveaux besoins de compétences. Oui, parce qu'il faut rester performant. C'est peut-être ça On a bien vu l'essentiel. que c'était en constante évolution. En latin, on a une phrase qui s'appelle Don nova sed nove, ça veut dire rien de nouveau, mais de manière nouvelle. Dans la matière de la data, on a eu des administrateurs de bases de données, on a des data scientists, des data ingénieurs. Aujourd'hui, on a des développeurs d'applications d'IA générative. Demain, on aura certainement des gestionnaires d'agents IA, etc. Donc on voit que le métier de la data et le métier de l'IA sont en perpétuelle évolution. Merci à tous les quatre. Merci à tous pour vos témoignages, vos expertises. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous aura aidé à en savoir un petit peu plus sur les différents métiers de la data. Vous pouvez nous retrouver sur Demain TV, sur MSE, ma chaîne étudiante, les réseaux sociaux bien sûr, et puis sur notre web TV, Job Talk TV. À très vite.